dans un des lieux emblématiques de cette grande cité sur la Caspienne et la Volga. C'est le square Lénine, devant les murs du Kremlin d'Astrakhan. C'est un endroit hautement symbolique parce que sont réunis et non plus se font face à face à la fois le passé soviétique, celui de l'Empire rouge de Lénine et de Staline, et le passé russe traditionnel, celui de l'Empire des Tsars. Nous sommes ici avec une mission qui se consacre au monitoring de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle russe de ce 4 mars 2012. Depuis le matin, nous visitons un certain nombre de bureaux de vote. Nous parlons avec des témoins de parti, mais aussi, ce qui est tout à fait nouveau, avec de simples citoyens qui ne sont pas enregistrés comme témoins observateurs, mais qui sont là, qui passent la journée dans les bureaux de vote pour voir ce qui s'y passe. On nous a confirmé, parce que nous avons discuté avec beaucoup de jeunes, justement, cette jeunesse qui, soi-disant, serait tout à fait contre le régime. Nous avons discuté avec des jeunes qui parlent un très bon anglais et ils nous ont confirmé non seulement que tout s'était bien déroulé pour les élections de la Douma du 4 décembre, mais aussi que tout se passait bien ce jour-ci. Mais nous ne le cacherons pas, suite aux actions de la propagande occidentale et aux manifestations de l'opposition payées par les États-Unis et l'OTAN dans certaines grandes villes comme Moscou, il règne un climat de suspicion et ces citoyens sont là suite à ce climat de suspicion. Ce qui caractérise la société russe en cette deuxième décennie du XXIe siècle, la nouvelle Russie de Poutine, c'est justement le grand développement et l'organisation de la société civile. C'est une donnée de la vie russe, de la vie de l'État russe, qui est dissimulée ou méconnue, notamment dans les médias de l'OTAN en Occident. Cette organisation, elle s'est faite à tous les niveaux. Et il y a pour commencer la création par Poutine précisément d'une troisième assemblée russe, c'est la Chambre civique de la Fédération de Russie, qui est aussi appelée parfois la Chambre publique, et qui rappelle un tout petit peu le Conseil économique et social français créé par le général de Gaulle, mais avec infiniment plus de pouvoir et avec, non pas comme en France, une représentation qui est issue de la mouvance des partis politiques français, mais avec véritablement des gens venus de tous les échelons de la société civile, des universités, des collèges, des intellectuels, des entrepreneurs, et aussi nous en avons rencontré, parfois simplement des ouvriers. La Chambre civique russe fait un travail très important. Il se consacre à améliorer la Constitution et le fonctionnement des lois et de l'État russe. Ils ont notamment eu une activité très importante pour faire modifier la législation russe sur les prisons et ils y ont changé, tout n'y est pas encore parfait, la situation en matière de droits de l'homme. Le second niveau, évidemment, de l'organisation de cette société civique, c'est l'engagement de la jeunesse, non pas directement dans les partis politiques, mais dans des associations qui entendent peser sur la vie politique et sur la vie de l'État russe. On connaît évidemment les grandes associations de jeunesse proches de Poutine, comme Natchi, le mouvement de la jeunesse démocratique antifasciste russe. On connaît également la Jeune Garde, qui est le mouvement de jeunesse de Russie unie. Mais nous parlons tout à fait ici d'un autre phénomène. Nous parlons de l'engagement des jeunes dans des associations non politiques, mais qui se consacrent par exemple au contrôle et à l'organisation des élections. Nous avons particulièrement été frappés par l'activité, l'engagement et le dévouement d'une association qui s'appelle Les Volontaires et qui est constituée parfois de très jeunes gens, certains ont 14-15 ans, énormément de filles. Ce sont des collégiens, de jeunes universitaires et ils sont présents pour préparer les élections, pour aider les citoyens. Il y a également une institution qui n'existe dans aucun pays de l'Union européenne, si prompte à donner des leçons en matière de démocratie. C'est ce qu'on appelle ici la hotline. C'est une ligne de téléphone gratuite
qui permet aux citoyens d'appeler dans chaque ville de Russie, non seulement au moment des élections, mais en permanence, pour signaler des problèmes liés justement à ces élections. Nous l'avons vu fonctionner, nous avons rencontré certains de ses responsables en décembre à Novosibirsk, mais aussi ici, à Astrakhan, et c'est une institution remarquable. Nous allons maintenant quitter Astrakhan même pour nous rendre dans des petits villages de la campagne, parce que nous voulons précisément aller voir comment les choses se passent dans les petites zones moins habitées de la Russie. Ce qui caractérise IOD, l'Eurasian Observatory for Democracy and Election, et ses partenaires polonais, allemands ou russes, c'est précisément que nous entendons mener un monitoring électoral de type scientifique et sérieux qui nous conduit à organiser des missions loin dans la profondeur des pays où nous travaillons. Au mois de décembre, nous avons pour la Douma mené des missions très loin, notamment à Krasnodar, près du Caucase et de la mer Noire, et à Novosibirsk et Kemerovo, en Sibérie. Pendant ce temps-là, les missions occidentales, en particulier celles de l'OSCE, préfèrent le confort des hôtels luxueux de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Et parlons franchement, on a vu souvent, le plus souvent, des observateurs de l'OSCE passer plus de temps dans les bars de nuit de Saint-Pétersbourg qu'à visiter des bureaux de vote. Cela ne les empêche pas de nous critiquer, et notamment d'avoir lancé au mois de décembre en Belgique une campagne scandaleuse contre IOD et nos partenaires polonais et russes. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons. Nous sommes maintenant le plus grand réseau de monitoring électoral indépendant non aligné d'Europe. Nous sommes présents partout. Nos partenaires, qui sont les deux ONG russes, Civic Control et l'ONG pour la démocratie et les droits de l'homme, sont ici les deux principales associations de monitoring électoral et de défense des droits de l'homme en Russie. Nous avons des activités dans toute l'Europe, dans l'Union européenne, dans l'ancienne CEI, dans les Balkans. En particulier, depuis sa réorganisation en début de cette année, EIOD est maintenant présent dans des zones aussi différentes que l'Union européenne, la Russie, Caucase, avec notre zone Balkan-Mer Noire basée à Kishinev, avec notre zone Turquie basée à Istanbul. Et nous sommes maintenant en train de nous organiser, de nous réorganiser en Afrique, où nous avons déplacé le siège d'EIOD Africa de Tripoli à Yaoundé au Cameroun. Les missions que nous menons, ce sont des missions où on accepte l'inconfort et où on accepte les difficultés. Les nuits sans beaucoup dormir, le décalage horaire, les grands déplacements en avion. La mission que nous menons ici à Astrakhan, en ce mois de mars où l'hiver russe a fait un retour inattendu, elle nous rappelle évidemment celle que nous avons menée à Novosibirsk, en Sibérie au mois de décembre. Ici aussi il fait glacial. La neige tombe, une neige glaçante quasi en permanence. Mais lorsque l'on veut faire un travail sérieux, ce sont des inconvénients mineurs que l'on n'hésite pas à abandonner. La Russie, aujourd'hui, est une grande démocratie. Ce que le régime de Poutine appelle ici la démocratie dirigée russe, c'est réellement quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose de concret. Peut-être pas totalement avec l'hypocrisie du parlementarisme occidental, mais il y a une adhésion des citoyens, il y a une fierté. Derrière les critiques contre la Russie de Poutine, il y a évidemment l'OTAN et les États-Unis. Ceux-ci commettent la même erreur que celle qui a été commise dans un autre contexte, en 1941, par les nazis du Troisième Reich. L'OTAN s'est laissé prendre au mensonge de sa propre propagande. Elle dépeint une Russie qui serait corrompue, qui serait un État semi-policier. La liberté y est totale ici. Elle dépeint une Russie qui serait privée du soutien de ses citoyens, etc. Ce n'est pas vrai. Nous qui allons dans toute la Russie, nous voyons exactement le contraire.
La dernière chose qu'il faut également savoir et dire de la Russie d'aujourd'hui, c'est le patriotisme profond qui anime toutes les couches de la société russe. Justement, ce qui fait que les partis libéraux n'ont plus aucun succès et que sans trucage électoral, des mouvements comme Yabloko ne sont pas capables d'aller au-delà de 3%, c'est que ceux-ci rappellent justement la décennie sombre, celle de la corruption de l'ère Eltsine, celle où la Russie était vendue à l'encan par les oligarques. Les Russes n'ont pas oublié ça. Ils n'ont pas oublié la misère. Ils n'ont pas oublié leur richesse bradée à l'étranger. Il y a une fierté, un patriotisme. Il y a aussi dans chaque ville ici le souvenir de la Grande Guerre patriotique qui explique aussi d'ailleurs la place que tient Staline dans la mémoire des Russes. Tout cela est incompris de l'Occident. Pourtant, c'est ici que cette réalité se bat et l'OTAN, là, s'en rend parfaitement compte. C'est ici aussi que cette réalité est en train de changer le visage de la grande Europe.